Dans la nuit silencieuse de Ouagadougou, à 23h43, le président Ibrahim Traoré, assis à son bureau, ne se doutait pas qu'un appel allait bouleverser sa soirée. Un inconnu, tremblant de peur mais déterminé, lui annonça une nouvelle choquante. Plus de 200 enfants étaient piégés dans une mine d'or illégale, exploités, affamés et maltraités. Le président, choqué mais résolu, se leva. « Nous devons agir ce soir même », déclara-t-il. Une mission de sauvetage venait de commencer. Le président Ibrahim Traoré savait que cette mission de sauvetage n'était pas seulement une question de sauver des vies, mais aussi de restaurer l'honneur de son pays. Ces enfants, volés à leur innocence, étaient désormais au centre d'un combat moral et politique. Si l'opération échouait, cela pourrait entraîner un scandale international et des accusations de négligence qui risqueraient de déstabiliser le gouvernement. Mais si elle réussissait, ce serait un signal fort envoyé au monde. La lutte contre l'exploitation des enfants et la corruption minière illégale devait cesser. Traoré n'avait pas le droit à l'erreur. « Ce soir, je prends une décision qui pourrait tout changer », pensa-t-il, son regard se durcissant. Ces enfants seront libérés. À 2h10 du matin, après 1 heure de route dans la pénombre, la silhouette du vieux site de l'usine de bois abandonnée apparut devant eux. Le président Traoré et son équipe se garaient silencieusement dans l'ombre, près de l'entrée cachée de la mine. Ils étaient accompagnés de véhicules blindés et d'ambulances prêtes à intervenir. L'air était lourd de tension, et l'odeur de la poussière du désert s'intensifiait à mesure qu'ils pénétraient dans la forêt dense. Le bruit des criquets et des grenouilles remplissait l'air, alors que la petite équipe se faufilait à travers l'obscurité, éclairée seulement par des torches. Traoré, avec un calme glacial, mena son équipe jusqu'à la mine. À leur arrivée, les images qu'ils découvrirent étaient horrifiantes. Des enfants, dont certains à peine âgés de 5 ans, travaillaient dans des fosses boueuses, creusant à main nue pour extraire de l'or. Ils étaient pieds nus, leurs vêtements déchirés et leur corps affaibli par la faim. Leur regard vide et fatigué témoignait de la brutalité de leur exploitation. Un garçon s'effondra en portant un seau d'eau boueuse. Aucun des adultes ne l'aida. Un garde l'attrapa brutalement et le força à se relever. À ce moment précis, Traoré sentit sa colère monter en lui. « C'est fini. Plus un enfant ne souffrira ici, » dit-il froidement. Il donna des ordres immédiats et en quelques secondes, son équipe était prête à intervenir. Une explosion de grenades aveuglantées déchira la nuit, plongeant les gardes dans la panique. En moins de 3 minutes, la mine était sous contrôle et tous les gardes étaient capturés. Les enfants, effrayés et confus, se regroupaient, leurs regards fixés sur le président. Au milieu du chaos, le président Traoré s'avança lentement vers les enfants, les appelant d'une voix douce mais ferme. « Je suis Ibrahim Traoré, votre président. Vous êtes maintenant libre. » Certains enfants, encore sous le choc, clignaient des yeux, incrédules. D'autres, ne sachant pas si ce qu'ils voyaient était réel, commencèrent à pleurer. Un petit garçon, à peine âgé de 7 ans, tomba à genoux et éclata en sanglots. « Ils nous ont dit que personne ne nous sauverait, » balbutia-t-il, « qu'on mourrait ici. » Traoré s'agenouilla à ses côtés, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ils vous ont menti. Vous êtes sauvés. Vous allez vivre. » Un autre enfant, une petite fille, se jeta dans ses bras, lui murmurant « Ne nous laissez pas ici, s'il vous plaît. » Le président, ému mais résolu, fit signe à son équipe de prendre soin des enfants immédiatement. Des médecins et des psychologues commencèrent à les soigner, les réhydratant et les rassurant. La scène était poignante, mais Traoré savait que le travail n'était pas terminé. La route serait longue et semée d'embûches. Ces enfants, bien qu'échappant à l'horreur de la mine, étaient maintenant confrontés à un nouveau défi. L'angoisse de la réintégration dans un monde qui les avait oubliés. Le président Traoré se tourna vers ses conseillers. « Nous devons agir rapidement. Le monde doit savoir ce qui s'est passé ici. Ces criminels doivent être poursuivis. » Il se leva, déterminé. « Nous ne les laisserons pas s'en tirer. » Le président Traoré et son équipe ne perdirent pas de temps. À 4 heures du matin, ils étaient déjà en route pour quitter la mine. Les enfants, encore sous le choc mais désormais entre de bonnes mains, étaient placés dans des véhicules sécurisés. Les médecins surveillaient leur état de santé,
pendant que les soldats prenaient en charge les criminels. Traoré, à la tête de la mission, savait que chaque minute comptait. Chaque geste devait être précis. Il réfléchissait déjà à la suite des événements. La mine avait été fermée, mais le réseau de traite et d'exploitation ne s'arrêterait pas simplement avec l'arrestation de quelques gardes. Il devait être certain que les responsables seraient arrêtés et traduits en justice. Dès leur retour à Ouagadougou, les premiers rapports étaient clairs. L'opération avait été un succès, mais la tâche était loin d'être terminée. Les autorités locales avaient déjà commencé à identifier les financiers derrière l'opération. Les enfants étaient soignés, mais leur traumatisme ne disparaîtrait pas d'un coup de baguette magique. Traoré se rendit directement au centre de secours où les enfants étaient hospitalisés. Il les visita, écouta leurs histoires et leur promit que la justice serait rendue. Cependant, dans l'ombre, les criminels derrière l'exploitation minière illégale commençaient à organiser leur contre-attaque. Le lendemain, un faux reportage commença à circuler sur les réseaux sociaux. Des enfants, manipulés par des hommes déguisés en journalistes, accusaient le président Traoré de les avoir simplement déplacés d'une mine à une autre. La vidéo devint virale. En quelques heures, des milliers de commentaires circulaient, certains soutenant le président, mais d'autres le condamnant. Cette campagne de désinformation mettait en péril l'image de Traoré et, pire encore, risquait de compromettre la sécurité des enfants. Le président, furieux mais déterminé, ordonna immédiatement une enquête interne. Comment les journalistes avaient-ils pu entrer dans le centre de secours? Comment avaient-ils pu convaincre les enfants de dire ces mensonges? Il était clair que quelqu'un, quelque part, avait payé pour cette fausse histoire. Il donna des instructions à ses équipes de sécurité. Nous devons identifier ces faux journalistes et démanteler leur réseau. Ces mensonges doivent cesser immédiatement. À ce moment-là, Traoré savait qu'il n'était pas seulement en guerre contre ceux qui exploitaient les enfants, mais aussi contre ceux qui manipulaient l'opinion publique pour détruire sa réputation. La bataille venait de commencer. Le président prit un moment pour se ressaisir. Il savait que son rôle n'était plus seulement celui d'un dirigeant politique. Il était désormais le défenseur d'une cause bien plus grande, celle de l'avenir de ses enfants et de la justice. Les semaines suivantes furent cruciales pour le président Ibrahim Traoré et son équipe. Chaque détail comptait dans la lutte contre les responsables de l'exploitation des enfants. Les autorités burkinabées avaient déjà commencé à rassembler des preuves pour démanteler les réseaux de mines illégales, mais les obstacles étaient nombreux. Le premier élément clé résidait dans la documentation de la mine elle-même. Grâce à des drones et des photos prises lors de l'intervention, les images de l'exploitation illégale et de la misère des enfants étaient maintenant inaltérables. Cependant, cela ne suffisait pas. Il fallait des preuves plus tangibles, des éléments qui puissent être utilisés en justice contre les puissants criminels à la tête de ce réseau. Les autorités commencèrent par interroger les gardes arrêtés lors du raid. Certains avaient collaboré avec les autorités locales corrompues, mais d'autres avaient agi sous la contrainte. Ces témoignages allaient devenir essentiels pour comprendre l'ampleur de l'exploitation. Un garde se souvint d'un détail important. Les paiements étaient effectués en cash à la fin de chaque mois par des hommes en costume. Nous ne savions pas vraiment d'où venait l'argent, mais c'était toujours dans une valise noire. Ces informations semblaient anodines, mais elles pouvaient mener à des transactions financières illégales, lesquelles auraient pu relier les responsables à des acteurs extérieurs au pays. Et en parallèle, les autorités se penchèrent sur les anciens contrats miniers de la région. Une fois ces documents examinés, des preuves irréfutables d'irrégularité et de fausses déclarations furent découvertes. Des rapports financiers détaillant des paiements d'argent pour protéger les sites miniers illégaux furent retrouvés dans des comptes bancaires fictifs. Ce lien financier serait la clé pour faire tomber les grands noms derrière cette exploitation. Les preuves contre les plus hauts responsables se renforçaient, mais le président Traoré savait que cela ne suffisait pas à détruire le réseau une fois pour toutes. L'ampleur du scandale impliquait non seulement des criminels locaux, mais aussi des puissances internationales avec des intérêts financiers dans les mines. Les résultats des analyses de terrain et des témoignages des enfants libérés étaient également cruciaux. Parmi les survivants, plusieurs avaient révélé que des individus influents étaient venus superviser les conditions de travail et de maltraitance. L'un des enfants, un garçon de 13 ans, témoigna qu'il avait vu un homme, un étranger avec des lunettes, se rendre fréquemment à la mine.
Il se trouvait en position de pouvoir, l'air détaché, comme s'il supervisait une usine de production. Des informations supplémentaires firent émerger des liens avec des investisseurs étrangers, bien connus dans le secteur de l'exploitation aurifère en Afrique. Le président Traoré s'assura que chaque élément de preuve soit soigneusement documenté. « Nous ne laissons rien au hasard », dit-il à son équipe. Il savait que cette enquête ne faisait que commencer et que la bataille serait longue. Mais avec chaque nouvelle pièce du puzzle, la justice se rapprochait un peu plus. Les preuves étaient là. Il fallait maintenant que les responsables rendent des comptes. Alors que l'enquête avançait, les défenseurs du gouvernement de Traoré commencèrent à se préparer à l'attaque contre les fausses accusations qui circulaient. L'un des principaux arguments des détracteurs du président était que sa mission de sauvetage n'était qu'une opération politique visant à renforcer sa popularité et non une véritable action humanitaire. Ces voix affirmaient que les enfants n'avaient pas été réellement libérés, mais déplacés d'une mine à une autre dans le but de masquer des erreurs de gestion du gouvernement. Pour contrer ces accusations, l'équipe de Traoré décida de renforcer l'argumentaire en exposant non seulement les actions de sauvetage, mais aussi les conséquences positives de cette mission sur les enfants. Des témoignages de professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des experts en droit de l'enfant furent présentés, soulignant que les enfants, après avoir été secourus, avaient non seulement reçu des soins médicaux appropriés, mais avaient aussi commencé à retrouver une certaine forme de stabilité émotionnelle et psychologique. Les enfants qui avaient été sous-alimentés et traumatisés avaient maintenant accès à une éducation et à des soins médicaux. La défense s'appuya également sur les preuves d'une coordination internationale qui montrait que les nations extérieures, notamment les agences des Nations Unies, soutenaient pleinement les efforts du gouvernement burkinabé pour démanteler les réseaux de traite des enfants. Le président Traoré, lors de ses discours publics, rappela que sa mission n'était pas d'accroître sa popularité, mais de sauver des vies humaines, de rétablir la dignité de son peuple, et de lutter contre un réseau criminel qui exploitait des enfants pour la seule quête du profit. En revanche, les critiques de l'opération sauvetage commençaient à perdre du terrain à mesure que de plus en plus de preuves étaient rendues publiques. La vidéo de la libération des enfants, qui avait été mise en ligne quelques jours après l'intervention, montrait des scènes poignantes de soulagement, de joie et de gratitude de la part des enfants eux-mêmes. Chaque témoignage, chaque preuve venait démanteler les théories du complot. Cependant, il restait encore à surmonter un obstacle majeur, la désinformation qui circulait en ligne, semant le doute parmi certains secteurs de la population. En réponse, le président Traoré fit appel à une campagne de communication intense, expliquant en détail les preuves, les rapports médicaux et les témoignages des enfants. Le gouvernement chercha également à mobiliser les communautés locales pour qu'elles soutiennent activement la cause et dénoncent les mensonges répandus par les ennemis du régime. Nous allons affronter cette crise avec transparence et justice, annonça Traoré dans une allocution publique. Ceux qui ont menti devront rendre des comptes. À mi-parcours de cette crise, le président Traoré eut une révélation choquante. Il ne suffisait pas d'arrêter les criminels, de sauver les enfants et de dénoncer les mensonges. La véritable bataille résidait dans la restauration de la confiance du peuple. Bien que des preuves irréfutables aient été collectées, des vidéos et des témoignages de soutien aient été diffusés, un segment significatif de la population restait sceptique. Ce qui frappait le plus Traoré, c'était l'ampleur de la désinformation. Une vidéo virale, faussement diffusée par des journalistes corrompus, avait modifié l'image publique du sauvetage. Cette vidéo montrait des enfants disant qu'ils avaient été déplacés d'une mine à une autre et non libérés, semant des graines de doute parmi certains citoyens et dans la communauté internationale. Ce fut alors que Traoré décida d'un plan audacieux, organiser une conférence de presse publique où les enfants eux-mêmes, désormais en sécurité, pourraient témoigner de la vérité. Leur voix, pure et sincère, aurait plus de poids que n'importe quelle déclaration officielle. Le président comprit que c'était ainsi qu'il pourrait vraiment retourner la situation. L'heure était venue de renverser la vapeur. Les retombées de la crise étaient immenses, tant au niveau national qu'international. À l'intérieur du Burkina Faso, l'opinion publique se divisait. D'un côté, certains soutenaient toujours le président Traoré, admirant son courage et son dévouement envers les enfants. De l'autre, un groupe croissant de sceptiques et de militants des droits de l'homme exigeait des preuves plus tangibles
et des explications sur la gestion de l'opération. L'apparition de la vidéo falsifiée avait semé la confusion parmi les citoyens, créant des tensions et des protestations dans plusieurs villes. La situation était devenue un véritable champ de bataille médiatique. À l'international, les ONG et les groupes de défense des droits de l'homme félicitaient Traoré pour avoir mené une mission de sauvetage audacieuse, mais certains gouvernements étrangers étaient hésitants. Des déclarations de soutien étaient accompagnées de réserves, certains diplomates doutant des allégations de manipulation et des accusations de mauvaise gestion de la situation. En réponse, Traoré intensifia sa campagne de communication. Il commença par organiser des réunions avec les leaders communautaires à travers le pays, cherchant à convaincre la population qu'il n'y avait pas de dissimulation, mais que des forces extérieures cherchaient à miner l'image du pays. L'objectif était de rétablir la confiance avec les citoyens. Les enfants sauvés furent au cœur de cette stratégie. Mais le plus grand défi résidait dans les fausses accusations. Les vidéos truquées continuèrent de circuler sur les réseaux sociaux, alimentées par des forces puissantes cherchant à discréditer le gouvernement. Dans ce contexte, le président Traoré savait que le seul moyen de résoudre définitivement la crise était de prouver de manière irréfutable la véracité de ses actions. Le combat contre la désinformation n'était qu'un début. Le véritable test allait être la mise en lumière des coupables derrière cette campagne de mensonges. Le président lança une enquête pour retracer l'origine de la vidéo falsifiée. L'objectif était de remonter jusqu'aux commanditaires, de dévoiler leurs motivations et de faire en sorte que justice soit rendue. Une fois que cette vérité éclaterait, Traoré espérait que la population verrait clair dans le brouillard de la confusion et que l'opinion publique se rallierait définitivement derrière lui. À mesure que la crise atteignait son apogée, le président Traoré devait anticiper les conséquences de ses actions à court et à long terme. Il envisagea 3 scénarios distincts pour les 6 à 12 mois à venir, chacun ayant des répercussions importantes sur l'avenir du Burkina Faso. Imaginons d'abord le scénario de base, celui d'une réussite modérée. Dans ce scénario, les enquêtes sur la désinformation et les abus liés aux mines illégales finiraient par porter leurs fruits. Les responsables de la campagne de fausses accusations seraient identifiés et arrêtés. Mais le processus judiciaire serait lent. Les enfants secourus recevraient une éducation et un soutien psychologique, et une partie de la population commencerait à revenir au soutien total du président. Cependant, la guérison de la nation serait progressive et des tensions sociales persisteraient. Les tensions économiques seraient également présentes, avec des conséquences à long terme sur la stabilité. Traoré pourrait surmonter ces obstacles, mais il faudrait plus de temps pour rétablir totalement la confiance. Passons maintenant au scénario optimiste, celui d'une réussite totale. Dans ce scénario, la vérité éclaterait rapidement et le réseau de désinformation serait démantelé avec efficacité. Le président, soutenu par les témoins et les preuves de son engagement, récupérerait une popularité massive, non seulement au niveau national, mais également sur la scène internationale. Le Burkina Faso deviendrait un modèle de transparence et de justice dans la lutte contre l'exploitation des enfants et la corruption. En un an, les enfants secourus seraient non seulement éduqués, mais également préparés à devenir des citoyens actifs et à contribuer à la reconstruction du pays. L'influence de Traoré augmenterait, et son gouvernement deviendrait un symbole de leadership fort en Afrique. Enfin, examinons le scénario pessimiste, celui d'un échec partiel. Si les accusations de manipulation persistaient et que l'enquête sur les réseaux criminels derrière les mines échouait à capturer les plus puissants, la situation pourrait se détériorer rapidement. Le pays pourrait sombrer dans un climat de méfiance généralisée avec des manifestations massives contre la corruption perçue. La division politique croissante mettrait à mal les efforts de réconciliation. Les enfants secourus, bien que soutenus, seraient au cœur de cette guerre d'opinion, et la promesse de rétablir la justice pourrait rester inachevée. La communauté internationale, déçue par le manque de résultats tangibles, pourrait aussi réduire son soutien. Traoré savait que son avenir politique et la stabilité de son pays dépendraient de la gestion de ces scénarios. Il devait s'assurer que la justice prévaudrait tout en restant conscient des défis à venir. Chaque décision serait cruciale dans cette période de transition. Le discours du président Traoré touchait un point sensible pour tous les Burkinabés. Lors de ses allocutions, il appelait non seulement à l'unité nationale,
mais aussi à la réflexion collective. Chacun de nous doit se lever et défendre ce qui est juste. Ce n'est pas une question de politique ou de pouvoir, mais de dignité humaine, expliquait-il, regardant dans les yeux des citoyens, dans les rues, sur les marchés et à travers les écrans. Il savait que la crise actuelle avait divisé le pays, mais il croyait aussi fermement que l'unité était possible. Nous avons tous vu ces enfants, nous avons tous vu leurs souffrances. Ce n'est pas un problème que nous pouvons ignorer, leur avenir est l'avenir de notre nation, rappelait-il, appelant à une mobilisation de tous les secteurs de la société. Le président avait vu l'impact que l'opération de sauvetage avait eu sur les familles et les communautés, et il savait que pour guérir les blessures du pays, il devait solliciter le soutien des citoyens à un niveau personnel. Il fit appel à chacun, qu'il soit fonctionnaire, étudiant ou homme d'affaires, à participer activement à la reconstruction du pays. Il était conscient que les changements ne seraient pas instantanés, mais que chaque petit geste, chaque action collective contribuerait à réparer le tissu social du Burkina Faso. Si nous nous unissons aujourd'hui, nous garantirons un avenir meilleur pour nos enfants, pour nous tous, conclut-il. Le président savait que ce n'était pas juste une question de gouvernance, mais de construire un héritage pour la génération à venir. Le plan du président Traoré pour restaurer la stabilité du Burkina Faso reposait sur des actions concrètes et mesurables. Il savait que l'unité nationale ne pourrait se construire qu'à travers des réformes structurelles et un engagement fort envers la justice et la transparence. Voici les 3 étapes principales qu'il prévoyait de suivre. La première étape consiste en la justice et la réconciliation. Le président ordonna la mise en place d'une commission nationale de vérité et de réconciliation. Cette commission aurait pour mission d'enquêter sur les responsables de l'exploitation illégale, d'exposer la vérité et d'offrir une plateforme aux victimes pour exprimer leurs souffrances. Il insista sur le fait que la justice devait passer par la vérité avant tout. « Nous ne laisserons personne dans l'ombre », affirma-t-il. Le processus de réconciliation impliquait également des dialogues ouverts avec les leaders communautaires afin de redonner confiance aux populations locales. La deuxième étape porte sur le renforcement des droits des enfants. Le président Traoré mit en place un programme de soutien pour les enfants secourus, axé sur l'éducation, la réhabilitation psychologique et la protection. Les écoles spécialisées pour enfants traumatisés seraient créées tout en intégrant des pratiques sociales pour garantir qu'ils puissent se réinsérer sans craindre la stigmatisation. Des partenariats avec des organisations internationales ont été établis pour financer ces initiatives. La troisième étape vise la réforme économique et le développement durable. L'objectif de Traoré était de reconstruire l'économie du pays en se basant sur des pratiques de développement durable. Il appela à une réduction des exploitations minières illégales et à la mise en place d'un contrôle plus strict des entreprises étrangères opérant au Burkina Faso. Il soutint également le développement de secteurs comme l'agriculture, les technologies et l'éducation, afin de diversifier l'économie et de fournir un avenir prospère aux générations futures. Chaque étape de ce plan serait surveillée de près, avec des rapports publics réguliers pour garantir la transparence. Notre mission est de reconstruire ensemble un Burkina Faso plus juste, plus fort, conclut Traoré. Le soleil se levait lentement sur la capitale, baignant Ouagadougou de sa lumière dorée, symbolisant l'espoir d'un nouveau départ. Le président Traoré se tenait devant le centre de secours, entouré des enfants qu'il avait sauvés quelques semaines plus tôt. Il les regarda un par un, leur visage désormais plein de lumière et d'espoir. « Ce que vous avez vécu ne définit pas qui vous êtes, » leur dit-il doucement. « Vous êtes l'avenir de notre nation, et vous méritez de vivre dans un monde meilleur. » Il se souvenait encore de ce moment lorsqu'il avait rencontré ses enfants pour la première fois dans la mine illégale. Leurs yeux étaient remplis de peur, de désespoir, mais aujourd'hui, ils brillaient de courage et de résilience. Cette transformation, pensait-il, était le véritable miracle, bien plus que la victoire sur ceux qui les avaient exploités. Traoré savait que la route serait encore semée d'embûches, mais ce moment marquait un tournant décisif. Je vous promets que rien ne nous fera reculer. Nous allons avancer, ensemble, vers un avenir où chaque enfant, chaque citoyen aura la chance de s'épanouir, conclut-il. Le poids de la promesse qu'il venait de faire pesait lourd sur ses épaules, mais il était prêt à le porter.
Le président Traoré se tourna une dernière fois vers la caméra, un léger sourire aux lèvres, mais une détermination dans les yeux. L'avenir du Burkina Faso n'est pas entre les mains de quelques-uns, mais entre celles de chacun d'entre nous, dit-il d'une voix calme mais ferme. Nous avons vu ce que la solidarité peut accomplir. Ensemble, nous avons sauvé des vies, mais le chemin ne s'arrête pas ici. Nous avons encore beaucoup à faire. Il invita les citoyens à prendre part à cette révolution pacifique pour un pays plus juste, plus fort. Si vous croyez en l'avenir de notre nation, agissez, partagez cette histoire, soutenez nos enfants, soyez les gardiens du changement. Traoré fit une pause, puis ajouta « N'attendez pas le changement, soyez ce changement ». Le message était clair. Pour reconstruire le pays, chaque geste comptait et chaque voix, même la vôtre, pouvait faire une différence. Le président conclut « Merci de croire en un Burkina Faso uni et prospère. Abonnez-vous, partagez et ensemble, écrivons l'histoire de demain. »